Je comprends pas, hein. Facebook veut quoi? Aïe! Ça, c'est un problème, ça. Mais famille, ça fait un moment que je suis connectée, je ne vois pas de commentaires, je vois personne connecté. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Jean-Philippe Hamilton, mon grand frère, j'attends toujours mes à checker. Ah, on était tous concentrés sur le discours du Prador. Connectez-vous, famille, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. N'est-ce pas? Cécile Ingesson, bonsoir. Ferdinand Dossou, bonsoir. Ferdinand, il dit il veut le chapeau. Ah, est-ce que ça l'on donne à quelqu'un, Ferdinand? On ne donne pas à quelqu'un des... Ah, ça là, si tu es RHDP, normalement, tout ça là, tu dois avoir ça. Ah, ça. Connectez-vous, famille. On va parler. On va soutenir nos candidats. On va saluer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP. Et puis, on va soutenir nos candidats. Mais avant de soutenir nos candidats, on va écouter la marmaille de nos adversaires. Nos adversaires qui sont en train de se donner des gros coups. Parce qu'ils n'ont jamais été naturels les uns envers les autres. Ils n'ont jamais été francs. Ils ont toujours régné dans le mensonge. N'est-ce pas, pour salir le RHDP, pour salir les cadres et les responsables du RHDP. Surtout le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, ça les rattrape. On va écouter quelques vidéos, mais avant, j'attends que vous partagez ce direct-là. N'est-ce pas? On va le partager et puis... on va faire le direct. Bonjour à vous tous. Alors, Fanfa Koné, bonsoir. Fofana Afousiata, bonsoir. Ngesan Yao Kofi, bonsoir. Rodrigue Anouma, bonsoir. Moussa Bamba, bonsoir. Karamoko Touré, bonsoir. Mokhtar Sanogo, bonsoir. Issa Kofi, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous, famille, connectez-vous. On va parler, on va échanger, c'est important. Vous avez été nombreux à m'écrire pour que je me prononce sur cette affaire de M. Touré. Monsieur Touré, l'affaire qui existe entre Monsieur Touré et Emma Louest, je ne vais donc pas m'étaler là-dessus. Je vais juste apporter un petit plus en demandant aux deux parties de mettre balle à terre et puis de se retrouver pour échanger. Donc, je ne vais pas m'empaisantir là-dessus, mais nous allons quand même brosser cela parce que c'est tout ça que vous voulez. Ça s'appelle des informations. On va essayer de donner notre point de vue. Et puis après, nous allons écouter une vidéo que je vais vous présenter. Une vidéo de, des GPS et les GOR, c'est-à-dire PPSI, qui sont en désaccord sur pas mal de choses. Et toutes ces choses-là, c'est ce que nous décrions. C'est pour ça que
nous ne sommes pas très surpris qu'ils se cassent la figure parce qu'ils n'ont jamais été dans la vérité. Et vous allez voir ça ce soir. Je vais vous faire écouter cette vidéo, la démonstration de cette vidéo. Puis ensemble, à chaque fois, nous allons mettre les pauses. Alors, ce soir ici, je voudrais remercier pas mal de personnes. Oui, ces personnes-là qui ont décidé d'apporter leur soutien financier à l'ONG Solidarité Main dans la Main dont je suis la présidente. Vous savez que nous sommes des fois aux côtés des enfants, des plus faibles, les démunis, les orphelins en Côte d'Ivoire. Nous apportons, n'est-ce pas, de temps en temps, un peu de gaieté, un peu de joie dans le cœur de ces enfants-là. Et nous avons sollicité beaucoup de personnes, y compris vous les followers. Mais bon, comme c'est en Afrique, on n'a pas encore ça dans nos mœurs, on n'a pas encore ça dans nos habitudes, la solidarité véritable. Donc, ça prend du temps, ça traîne les pas, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand tu mets en place, quand tu crées une association, une ONG pour aider les gens pensent que c'est parce que tu as beaucoup d'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a une ONG qu'on a beaucoup d'argent. Je vais vous dire comment ça fonctionne les ONG. Alors, l'ONG que je dirige aujourd'hui, qui est Solidarité Main dans la Main, est une ONG qui devait pouvoir faire ses actions en Côte d'Ivoire par des donateurs, c'est-à-dire vous des citoyens lambda, vous qui n'êtes pas forcément des ministres, des machins et tout, parce que c'est ça aussi le truc, c'est ça la solidarité. Une ONG doit démontrer que le peuple, c'est-à-dire que là où je travaille, là, les gens sont solidaires. Donc, quand on vous lance un appel pour aider les plus faibles, ne pensez pas que Solin Seri a beaucoup d'argent. Solin Seri est comme vous. Seulement, Solin Seri a la chance d'être en France, donc elle travaille. Voilà, je travaille. Il y en a aussi qui sont en Côte d'Ivoire qui travaillent. Et vous savez bien que quand on travaille, on ne peut pas prendre son argent là pour vouloir tout faire, sachant que les factures ici, ça nous prend jusqu'au cou. Voilà, ça nous prend jusqu'au cou, donc on n'a pas vraiment grand-chose. On n'a pas grand-chose. Mais nous allons faire ce direct-là. C'est un direct où nous allons parler au peuple de Côte d'Ivoire. C'est un direct où je vais inviter le ministre de la Communication, le porte-parole donc du gouvernement de Côte d'Ivoire. On va faire ça rapidement. On va faire ça rapidement. Et donc, j'étais disante, j'avais voulu que vous partagez le direct. Il faut le partager, ce direct-là. Et puis, nous allons parler. Quand on parle de solidarité, vous vous déconnectez, vous fuyez, vous partez. Mais vous êtes les premiers à venir demander service aux gens dans leur inbox. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'aidez pas à ce qu'on puisse aider les autres. Mais vous voulez qu'on vous aide. Ça, la vie ne fonctionne pas comme ça. Hein? Dès qu'on parle de lancer un appel de l'ONG, vous vous déconnectez. Quand on veut parler, quand on va parler des politiciens, vous allez revenir. Moi, je ne sais pas quel modèle d'Ivoirien que vous êtes. On ne peut pas vivre dans un monde sans solidarité. Ce n'est pas possible. Parce que tout le monde n'est pas nanti. Et tout le monde n'a pas les moyens. Donc, quand on est en train de parler de solidarité, quand on est en train de vous donner les méthodes de comment vous allez faire pour participer, pour nous aider, nous les personnes volontaires, à faire, parce que c'est du bénévolat, être responsable d'ONG, c'est du bénévolat, on n'a pas de salaire. Voilà, on est payé par personne. Normalement, on devait être payé, on devrait avoir des dons de vous les donateurs. C'est pour ça, au passage, je salue ici Ibrahim Makassa depuis sa position pour le soutien qu'il nous apporte. Et donc, je voudrais qu'il y ait beaucoup d'Ibrahim Makassa comme ça pour nous apporter de l'aide, pour aider les orphelins, pour aider les plus faibles. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de ça, vous vous déconnectez. Alors que même ce que je fais, là, les analyses politiques que je fais, vous, là encore, vous ne me donnez pas d'étoiles, vous ne me donnez rien. Hein? Vous voulez la gratuité? La vie, ce n'est pas la gratuité. Hein? Tout le monde doit participer. Voilà. Donc, quand on lance un appel à réagissez, ça donne du courage, ça donne la force de continuer. C'est comme ça. Et donc, j'étais disant que je vais faire ce direct-là pour apporter un peu de lumière dans les propos des gens du PPACI. Oui, parce que ces gens-là, ils pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient.
ces gens-là pensent que la Côte d'Ivoire, sans eux, ne doit pas fonctionner. Et donc, ils tiennent des propos comme ils veulent, quand ils veulent. On va leur parler ce soir. Et puis, on va profiter pour parler à vous, les Ivoiriens qui êtes là, qui êtes présents. Donc, on va commencer. Alors, ma vidéo de ce jour va se porter, n'est-ce pas, sur la communication donc de la communication menaçante, oui, j'ai dit ça comme ça, du PPACI, suite à la non-inscription, n'est-ce pas, du nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous savons tous ici que le PPACI et leur leader, donc qui est M. Laurent Gbagbo, sont dans une stratégie, n'est-ce pas, de soulèvement populaire. On vous a dit ça plus d'une fois, mais on va continuer de le répéter et puis vous allez finir par comprendre avec des actes et des preuves à l'appui. Et donc, le PPACI, avec à sa tête M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, sont dans une stratégie de soulèvement populaire. Donc, leur menace, n'est-ce pas, et intimidation ne nous étonnent pas, nous autres, oui, parce que ce soulèvement-là, ce soulèvement d'accession, n'est-ce pas, au pouvoir d'État que connaît M. Laurent Gbagbo, Rappelez-vous donc, M. Laurent Gbagbo a participé, n'est-ce pas, aux élections de 1990 contre le président Feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Il y a eu des histoires. Des histoires des voitures, comment on appelle ça, calcinées, incendiées, voilà, j'allais dire. Et des urnes, même des urnes volées. Ça, je vous parle de 1990. Monsieur Laurent Gbagbo était candidat face à Feu Félix Houphouët-Boigny. Et lors de ces élections-là, nous avons assisté à des pillages. Nous avons assisté à des voitures incendiées. Nous avons même assisté à des urnes volées. Et en 2000, contre le général, paix à son âme, le général Robert Gueye, il y a eu aussi une crise post-électorale qui s'est soldée avec 600 morts. Je parle du leader de PPACI, M. Laurent Gbagbo, pour vous dire que depuis que M. Laurent Gbagbo a fourré son nez dans la vie politique en Côte d'Ivoire, c'est que des morts, c'est que du sang des Ivoiriens qui est versé. Et donc, je vous ai parlé de l'élection avec contre Félix Houphouët-Boigny en 1990, pardon. Après, il a eu l'élection de 2000 avec contre M. Robert Gueye. Là encore, nous avons assisté à des morts, près de 600 morts. Et donc en 2010, lors des élections présidentielles, contre le président de la République actuelle, son Excellence Alassane Ouattara, mon père, que vous pouvez voir ici sur ce t-shirt que je porte, il y a eu encore des morts et le sang des Ivoiriens versé. Il y a eu plus de 3000 morts. Et donc, comme je vous le disais, je vais m'attaquer. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la communication donc de Kone Katina. On va le biper ici. On va écrire Kone Katina. On va le biper pour qu'on puisse lui parler. Nous allons rentrer dans le développement donc de ma vidéo de ce soir. Kone Katina est le porte-parole du PPACI pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je vais vous présenter son dernier discours, n'est-ce pas, dans lequel il traite l'État de Côte d'Ivoire d'État hors la loi. Et en même temps, il nous informe toute la Côte d'Ivoire, il informe donc toute la Côte d'Ivoire et il informe toute la Côte d'Ivoire de ce que son mentor, leur mentor, donc M. Laurent Gbagbo, a décidé, n'est-ce pas, de poursuivre la lutte, n'est-ce pas, jusqu'à ce que son nom soit inscrit donc sur la liste électorale. Et bientôt, le PPACI va lancer donc un mot d'ordre, des mots d'ordre, on va dire ça comme ça.
Et pour que nous soyons donc au même niveau d'information, je vais vous faire donc écouter les propos de Kone Katina. Je vais vous faire écouter les propos de Kone Katina et puis après, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre notre développement. Alors, je vais vous retourner la caméra pour que nous puissions voir ça ensemble. Voilà. Quand nous avons informé le président Laurent Gbagbo le 30 juin dernier, voici les instructions qu'il nous a demandées, qu'il nous a données pour partir qui étaient écrites dans le communiqué qui a été fait à ce sujet. Nous devons poursuivre jusqu'à la restitution de ces droits civiques illégalement confisqués. On va poursuivre la bataille, notre lutte jusqu'à la restitution des droits civiques du président Laurent Gbagbo illégalement confisqués. Deuxièmement, nous n'allons pas nous laisser distraire parce que c'est de la distraction. Et c'est la même distraction qui continue avec l'affiche de la bande de Hollande d'hier. Parce que dans la réalité, on veut passer par tous les moyens pour nous empêcher d'aller en direction en pensant que nous allons détruire l'essentiel et ne pas aller en direction prochaine. Le président a demandé que si ça ne tient qu'à son cas, il faut bien que nous allions en direction. Parce qu'il sait qu'en le refusant, c'est pour démobiliser nos militants et il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Au contraire, cette situation d'injustice va remobiliser nos militants pour aller à l'avant et affronter ou gagner ces élections qui viennent. Le pari de gagner encore le maximum, de marquer le président de façon effective et très visible sur le territoire, sur la scène politique ivoirienne. Donc, les institutions de notre gouvernement vont nous mettre en ordre de bataille, notre parti en ordre de bataille. En ce qui concerne la première institution, c'est-à-dire nous battre jusqu'à ce que les droits de président Laurent Gbagbo les droits civiques soient restitués, comme la CEI, le gouvernement décide de devenir hors la loi. Un hors la loi, c'est celui qui n'applique pas la loi. C'est les hors la loi qui ont décidé, eux, que lorsqu'une décision de justice ne rentre pas dans leur intérêt, eux ne l'appliquent pas. Ils choisissent d'appliquer les décisions qui les arrangent. On est dans le Far West. Exactement dans le Far West. Donc, ils se sont décidés de devenir hors la loi. En prenant en otage la justice, ils n'ont plus d'autre choix que de nous battre autrement. Ok. Ils n'ont plus d'autre choix que de nous battre autrement. Puisque un citoyen, quand il a un problème, il va voir la justice. Et la justice dit, vous avez raison, et prend une décision. Mais le juge qui a pris la décision, ce n'est pas lui qui a pris. C'est vrai, la décision est vêtue d'autorité, la chose jugée, mais ce n'est pas lui qui a pris sur le terrain, c'est l'État. C'est le président de la République qui est garant de l'indépendance de la justice et garant de l'exécution des décisions judiciaires. Donc, lorsqu'un gouvernement décide, moi je trie les décisions, il n'y a pas d'autre expression que hors la loi. Ok. C'est un gouvernement hors la loi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est un gouvernement hors la loi pour Kone Katina. On va continuer de l'écouter. La Cour africaine des droits de l'homme est d'application immédiate. Comme nous avons refusé de l'appliquer, mais nous l'avons envisagé, nous n'avons pas le choix. Puisque nous n'allons pas nous asseoir pour les regarder faire. Donc, depuis le début, notre parti a arrêté un programme d'action qui décline. Les gens ont l'impression que nous sommes assis, nous ne travaillons pas. Non. Nous sommes en train de décliner le programme qui a été arrêté par les directeurs du parti pour gérer ce dossier. D'accord. Nous avons espéré la voie judiciaire, la voie du droit, mais on ne fait pas du droit hors la loi. Donc, on se rend compte qu'elle ne peut pas prospérer.
On ne va pas tous les jours aller voir les juges, voir les décisions, on va venir que le gouvernement ne va pas appliquer la loi d'amusement. Et donc, pour le moment, nous sommes à la phase, la deuxième phase, qui consiste à informer toutes les chancelleries présentes en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé cette démarche. Non seulement les chancelleries, mais tous les responsables, tous les leaders d'opinion civile, notamment les chefs religieux, les communautés religieuses. Nous sommes en train de faire de l'information. Parce que nul n'ignore et que nul ne soit surpris de ce que nous ferons par la suite. Donc nous sommes aujourd'hui dans la phase d'information. Et donc cette phase-là, quand il aura fini, le parti va se réunir et nous déciderons les autres phases à faire. Dans tous les cas de figure, il y a des actions qui seront menées. Le moment et les modalités de ces mises en œuvre là sont à la discrétion de nos partis. Donc, sur ce point, nous voulons demander à nos militants de rester très mobilisés. Des mots d'ordre vont arriver. Ok. Oui, il en aura. Ok. Alors, vous venez d'entendre le discours très provocateur de Kone Katina à l'endroit du parti au pouvoir, c'est-à-dire le RHDP, le meilleur des partis. Kone Katina dit à tous ceux qui l'écoutent que le RHDP est un parti hors la loi. Le président de la République, celui qui prend les décisions au niveau de la justice. Et que si le président de la République veut que le nom de M. Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, elle y sera. Et donc, eux, PPACI, ils vont se battre. Puisqu'ils n'ont plus de justice, ils vont se battre autrement. Il faut bien qu'ils se battent, mais ils vont se battre autrement pour que le nom de M. Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Et que très bientôt, ils vont lancer les mots d'ordre. Et donc, suite à ce discours très musclé et insultant du porte-parole donc de PPACI, qui est M. Kone Katina, l'État de Côte d'Ivoire, l'État sérieux de Côte d'Ivoire, oui, on va dire ça comme ça, n'a pas donc réagi face à ces propos de Kone Katina. L'État de Côte d'Ivoire est resté très calme, comme d'habitude d'ailleurs, comme le leader, comme notre guide, comme le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne répond pas n'importe comment, non, qui ne répond pas au bruit des couloirs. Donc l'État de Côte d'Ivoire a laissé ce discours de Kone Katina la passer crème. Et donc le porte-parole du gouvernement, monsieur donc le ministre de la Communication, à qui je fais un clin d'œil, n'est-ce pas, du nom de monsieur Amadou Koulibaly, a répondu au PPACI, a répondu à monsieur Kone Katina, mais avec un ton calme, un ton zen, avec une température normale. Oui, et moi, j'ai aimé ça, j'ai apprécié. Parce que ces gens-là, les gens du PPACI et consorts, là, c'est des gens qui sont dans la défiance, c'est des gens qui sont dans la provocation. Et quand ils trouvent du répondant en face, ils attirent la couverture de la victimisation sur eux. Donc, j'ai aimé la façon dont le ministre de la Communication a répondu au porte-parole du PPACI, qui est donc M. Kone Katina, que je vais vous présenter ici d'ailleurs, dans cet élément que j'ai nommé CIV OTP 002. Nous allons écouter le ministre de la Communication, le porte-parole donc de la Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement. On va l'écouter ici. Voilà.
Vous savez, en termes de communication, un message est important, mais celui qui véhicule le message n'est pas moins important. Très bien. Je ne veux pas revenir sur le passé douloureux de notre pays, mais il y a certaines personnes qui sont, de notre point de vue, disqualifiées pour tenir certains propos. Dire que l'État de Côte d'Ivoire a instrumentalisé les institutions pour en faire donc des instruments de répression peut surprendre quand on voit la liberté d'expression avec laquelle ceux-mêmes qui tiennent ces propos s'expriment. Si tant il est que nous avions transformé les institutions en instruments de répression, je ne pense pas qu'ils auraient cette liberté de ton. C'est déjà la première chose que je voudrais signaler. Et vous devez voir que dans ce pays, la liberté d'expression est assurée, la liberté d'expression est garantie, tout comme la liberté d'opinion. Les propos qui tiennent sont bien la preuve qu'aucune institution n'a été transformée en instrument de répression. Sinon, je ne suis pas certain que, avec des propos... On va mettre pause. On va mettre pause, peuple de Côte d'Ivoire, et puis on va biper le porte-parole du gouvernement. Oui, oui. On va biper le porte-parole du gouvernement. Écoutez, chers Ivoiriens, ce n'est pas parce qu'on tient des discours guerriers qu'on est garçon. Non. Là encore, le gouvernement de Côte d'Ivoire nous a démontré que c'est un gouvernement sérieux. Regardez l'attitude du porte-parole de Côte d'Ivoire, du gouvernement. Regardez l'attitude du ministre de la Communication. Regardez même les mots qu'il emploie. Regardez le ton de sa voix. Écoutez le ton de sa voix. Vous comprenez aisément que il n'est pas dans la... C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de... Il n'est pas dans l'agressivité. Non. Il n'a aucune haine, mais il explique la situation clairement au peuple de Côte d'Ivoire pour que vous compreniez, vous qui regardez, vous qui pensez que le PPACI est toujours victime là. C'est pour vous faire comprendre, c'est pour ça qu'il vous parle. Mais il vous parle posément, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup d'assurance. Pour dire ceux-mêmes qui parlent, ceux qui veulent lancer les discours guerriers là, ils ne seront pas présents. Ils ne vont pas répondre au rendez-vous. Quand ils vont finir de lancer les appels, ils ne seront même pas présents. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Il dit, regardez. Il dit, ce n'est pas le discours en lui-même qui est important. Mais regardez la personne qui a prononcé le discours. Et à la suite, il vous explique justement. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression que vous, les gens comme les Kone Katina qui devaient raser les murs en Côte d'Ivoire, vous l'ouvrez pour faire de la politique encore. C'est parce que justement nous sommes en Afrique. C'est parce que justement nous sommes encore à un stade au niveau mentalité bornée que les gens comme les Kone Katina, les Stéphane Kipré, que vous vous permettez de faire encore de la politique. Même M. Laurent Gbagbo, ailleurs, c'est-à-dire en Europe, là, il ne peut plus faire de la politique. Parce que dans tous les coins, les recoins de sa vie, de son parcours, il a gâté son nom poto. Chez les Européens ici, là, tu ne te mets plus sur la scène politique. Encore, on te dit que la justice t'a arraché tes droits civiques. Toi, ça dit que tu vas tellement instrumentaliser tes lieutenants là, tes lieutenants gardes floco, pour qu'eux viennent tenir des discours guerriers, pour que les enfants d'autrui meurent encore. Comme façon, vous avez perturbé en 1990 les élections contre Félix Houphouët-Boigny. En 2000, contre Robert Guéhi, il y a eu des morts. C'est-à-dire, si M. Laurent Gbagbo est dans une élection, il faut qu'il y ait le sang et le sang des Ivoiriens versé. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne doit pas prendre fin, Kone Katina? Et donc, chers Ivoiriens, on va continuer de regarder le calme. C'est-à-dire que la manière, le discours du ministre de la Communication. Ah, cher aîné, vraiment, il faut que
il faut que vous m'appreniez à faire comme vous, c'est-à-dire que parler avec calme comme ça, c'est-à-dire être froid comme ça. Parce que ces gens-là, quand tu veux t'adresser à eux, c'est-à-dire que tu revois le film de tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, et donc tu ne peux pas parler calmement, posément. Mais vous le faites, monsieur le ministre. Chapeau. Vous avez mon respect ce soir-là. On va continuer donc d'écouter monsieur le ministre ici. Voilà. Ils ont tenu. Ils seraient encore en liberté. Ouais. C'est bien la preuve que chacun peut s'exprimer. Tout à fait. Deuxièmement, quel commentaire faire sur le fait d'avoir traité l'État de Côte d'Ivoire comme État hors la loi? Ben, c'est le commentaire que j'ai fait en début. Quand vous avez été vous-même hors la loi, ouais. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Exactement. La seule chose que je peux demander, c'est que nos frères du PPAC, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, vous avez dit que c'était au cours d'une de leurs conférences de presse, aient un discours apaisant. La Côte d'Ivoire a trop souffert des divisions. On sait ce que leurs discours et leurs actes ont provoqué dans ce pays. Tout à fait. 2010. Nous sommes témoins. Il y a eu des Ivoiriens épris de paix qui ont espéré que leur retour serait un gage de la paix, qui ont estimé que la paix ne pouvait se faire sans eux. Tout à fait. Le chef de l'État a tout fait pour qu'ils rentrent. Le chef de l'État s'est même engagé, vous vous souvenez, à ce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent. Parce que beaucoup d'Ivoiriens estimaient qu'il était important qu'ils viennent pour contribuer à la paix. Je leur demande de penser à ceux qui ont mis leur espoir en eux. Exactement. Parce qu'en même temps que beaucoup estimaient qu'on ne pouvait faire la paix sans eux et espéraient qu'une fois rentrés, ils allaient contribuer à la consolidation de cette paix, beaucoup d'Ivoiriens étaient sceptiques et estimaient qu'ils n'avaient pas changé, ils ne pouvaient pas changer. Je leur demande de ne pas donner raison aux Ivoiriens qui étaient sceptiques. Je leur demande de ne pas décevoir ceux qui ont espéré que lorsqu'ils allaient rentrer, ils allaient contribuer à la consolidation de la paix. Voilà la seule chose que je peux dire. Voilà le seul commentaire que je peux faire. Je leur demande de ne pas donner raison à Amadou Kourouma, écrivain ivoirien, grand écrivain ivoirien, qui écrivait que le molosse ne peut changer sa déhontée façon de s'asseoir. Que le PPAC ne soit pas ce molosse. Voilà. Voilà donc les propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le ministre, moi en premier, j'ai été toujours sceptique et toujours, jusqu'à ce jour, je suis toujours dans ma même position de ce que ceux-là, leur présence en Côte d'Ivoire n'allait jamais nous emmener la tranquillité. Oui, je fais partie de ces Ivoiriens sceptiques-là. Je fais partie de ces Ivoiriens qui disent que, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas en Côte d'Ivoire, on pouvait aller à la paix. Et que ceux-là n'avaient pas de démarches, et ça, ce n'est pas des gens de paix, ils ne sont pas de paix, il n'y a pas la paix en eux. Qu'est-ce qu'on appelle la paix? La paix, on la fait avec soi-même d'abord, et après on la fait avec les autres. Voici des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, mais qui sont incapables, je dis bien incapables de se pardonner à eux-mêmes. Et qui veulent pardonner, qui veulent faire croire qu'ils peuvent pardonner aux autres. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils chassent le naturel, mais ça revient au galop.
Le galop là, c'est ce qu'on est en train de voir là, les discours guerriers, les paroles de défiance, alors qu'ils sont rien, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien. Ils comptent aussi les enfants d'autrui pour mener eux leur combat, pour aller au pouvoir. C'est-à-dire que M. Laurent Gbagbo n'aime jamais faire des élections, c'est-à-dire apaiser pour rentrer dans les urnes et tout. Mais tu n'es pas sur la liste électorale, tu n'es pas sur la liste électorale. Le monde ne doit pas s'arrêter. Les enfants des gens ne doivent pas aller dans les rues parce que toi, tu n'es pas candidat. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et donc, cher monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, j'ai aimé ça. J'ai aimé votre discours. J'ai aimé le ton. J'ai aimé le style. La sagesse dans laquelle la communication du porte-parole donc du gouvernement a été faite. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je voudrais, avec respect et déférence, n'est-ce pas, m'adresser donc au ministre et porte-parole du gouvernement. Cher aîné, monsieur le ministre Amadou Coulibaly, la politique de monsieur Laurent Gbagbo, depuis qu'il est arrivé donc dans l'arène politique ivoirienne, est basée sur, n'est-ce pas, des affrontements. Il faut le dire. Et quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on déteste monsieur Laurent Gbagbo, parce que c'est ce qui est. Et les faits sont là, les faits sont têtus. Les faits font partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en introduction de ma vidéo, je vous ai expliqué pourquoi aujourd'hui les gens de M. Laurent Gbagbo, tous ceux qui suivent M. Laurent Gbagbo, tiennent ces genres de discours. Parce que M. Laurent Gbagbo lui-même, il est rentré dans l'arène politique avec des problèmes. D'où l'élection en 1990, avec l'élection présidentielle contre Félix Houphouët-Boigny, nous avons assisté à des gens qui ont brutalisé des urnes, qui ont fui avec. On a vu des véhicules, c'est-à-dire des biens des personnes qui ont été incendiés. Oui. En 2000, on a encore vu, contre M. Robert Gueye, M. Laurent Gbagbo a fait tuer près de 600 Ivoiriens, dont le sang des Ivoiriens ont versé encore. Parce que M. Laurent Gbagbo était candidat aux élections présidentielles. Et en 2010, la scène s'est répétée, c'est-à-dire qu'elle est montée en puissance 3 fois plus que celle de 2000. Donc, cher ministre, M. Laurent Gbagbo n'est qu'un homme de trouble. Oui, sa politique est donc basée sur la violence, la défiance. Le sang des Ivoiriens doivent couler. Parce que pour M. Laurent Gbagbo, accéder au pouvoir d'État, ce n'est pas passer forcément par les urnes. C'est de faire un soulèvement populaire. C'est à chaque fois d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire dans les rues. C'est de instrumentaliser les plus faibles. C'est ça la politique de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo dit, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Quand il dit à la télévision qu'il faut laisser la CEI prononcer les résultats des élections, parce que c'est parce qu'on empêche la CEI de prononcer les résultats, et surtout, il faut que les candidats acceptent les résultats prononcés par la CEI, sinon ça va mener des troubles. Il finit de dire ça, mais il ne fait pas respecter ça. En bas, il dit à ses lieutenants, allez-y mettre le trouble dans la maison de CEI, là-bas, ils ne vont pas prononcer le discours. Voilà un peu ce qu'est M. Laurent Gbagbo. Alors, monsieur le ministre de la communication, porte-parole donc du gouvernement, je vous invite à écouter donc M. Laurent Gbagbo ce soir dans la pièce jointe que je vais vous présenter, que j'ai nommée CIV OTP 003. On va écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo. On va tous voir ça ici. Et puis vous allez comprendre. Voilà, on va tourner la caméra pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Et puis on va faire parler M. Laurent Gbagbo. De la politique, la vision selon laquelle un pouvoir politique n'est pas un cadeau, on va le chercher. Ok.
On va le chercher sous la pluie, sous le soleil, dans la brousse, dans la forêt, dans les savanes, avec sa sueur, avec son sang. C'est la vision que j'ai de la politique. Quand il y a un grand changement, hélas, il y a toujours beaucoup d'affrontements. On ne construit pas l'histoire des peuples en mettant en parenthèse les affrontements. La valeur d'un grand pays, c'est sa capacité à surmonter ces affrontements qui sont rendus inéluctables par l'avancée de l'histoire. Alors, monsieur le ministre, voici la vision de monsieur Laurent Gbagbo pour lui, pour accéder au pouvoir. Il dit, le pouvoir est dans la brousse, le pouvoir est sous le soleil, le pouvoir est sous la pluie. Il faut aller arracher ça sous la pluie. Il faut aller arracher. Mais en aucun moment, M. Laurent Gbagbo a prononcé dans sa bouche qu'il fallait prendre le pouvoir dans les urnes. Donc, comprenez M. Laurent Gbagbo. Et c'est cette éducation-là qu'il a donnée à ses lieutenants, à tous ceux qui le suivent. De s'aimer toujours le trouble. Parce que pour lui, c'est avec le trouble qu'il va accéder au pouvoir d'État. Et il a fait en 2000. Ça marchait. Là où il devait saisir le Conseil constitutionnel, là où il devait saisir la loi pour porter plainte ou bien pour revendiquer, pour se prononcer sur les élections, non, il a préféré laisser tout ça, mettre tout ça de côté et il a appelé le peuple de Côte d'Ivoire dans les rues face à M. Guéhi Robert qui avait les canons en main. Voilà ce que c'est M. Laurent Gbagbo, monsieur le ministre. Je sais que vous le savez, mais je fais juste un petit rappel pour vous dire que mais vous faites bien de répondre à ces individus-là avec beaucoup de calme. Parce que l'histoire traçait déjà leur parcours. Et leur patron leur dit ça à chaque fois. Il faut aller arracher le pouvoir sous le soleil, sous la pluie, dans le sang. C'est ce qu'a dit M. Laurent Gbagbo, ce n'est pas moi. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous faire réécouter cette vidéo de M. Laurent Gbagbo. Comme ça, vous allez voir à quel homme vous avez affaire. Vous allez comprendre que M. Laurent Gbagbo ne peut jamais avoir un discours apaisant. Surtout quand il s'agit des élections. Et là encore, il n'est même pas sur la liste. On va écouter M. Laurent Gbagbo ici. De la politique, la vision selon laquelle un pouvoir... La vision selon laquelle un pouvoir politique n'est pas un plat. On va le chercher. On va le chercher sous la pluie, sous le soleil, dans la brousse, dans la forêt, dans les savanes, avec sa sueur, avec son sang. C'est la vision que j'ai de la politique. Quand il y a un grand changement, hélas, il y a toujours beaucoup d'affrontements. On ne construit pas l'histoire des peuples. Un individu qui dit qu'il ne comprend pas français. Toi, tu comprends français? La valeur d'un grand pays, c'est sa capacité à surmonter ces affrontements qui sont rendus inéluctables par l'avancée de l'histoire. Voilà. J'ai un intrus ici qui dit que je ne comprends pas français. Mais va donc dans les rues, tu vas mourir, ton sang va couler, tu vas mourir pour que M. Laurent Gbagbo soit président. Ils sont nombreux comme ça, des idiots qui traînent sur les directs des gens. Je veux instruire le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, j'espère que vous vous rappelez très bien des élections présidentielles de l'an 2000. Oui, monsieur Laurent Gbagbo avait manipulé, n'est-ce pas, le général Robert Guéhi, afin d'exclure donc monsieur Henri Konan Bédié et mon père, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents, que je porte aujourd'hui là, pour faire ce direct, il les avait exclus. Finalement, la présidentielle de l'an 2000, n'est-ce pas, s'est soldée par une crise post-électorale. Et quand on dit ça, ce sont des faits. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire est toute fraîche. Elle est fraîche, elle est jeune. Et l'histoire elle-même, elle est têtue. Les faits sont têtus. On va suivre ici cette vidéo ensemble que je vais vous présenter, CIV OTP 004. On va la suivre. Ok. Alors, je vous refais la même chose. On va retourner la caméra
et puis on va laisser parler. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Il a voulu s'appuyer sur l'armée pour reprendre le pouvoir, pour faire un autre coup d'État. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que dans toutes les casernes, je l'ai battu. Je demande à tous les militants, regardez-moi ça, de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Robert Gueye. Voilà. Voilà ce qui s'est passé en 2000. Oui. Voilà donc la crise post-électorale s'est soldée par une crise, n'est-ce pas, du pouvoir d'État par M. Laurent Gbagbo. Et ceci dans le sang encore des Ivoiriens, parce que M. Laurent Gbagbo vous a dit clairement, lui c'est ça sa vision. Sa vision du pouvoir, c'est aller arracher ça dans la brousse, dans la forêt, sous la pluie, sous le vent, sous le soleil, dans le sang. Il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon, comme il y a des idiots qui disent que je ne comprends pas français, peut-être eux, ils prendront leur caméra et puis ils vont nous expliquer, ils vont nous donner la définition de tous ces mots-là. Et puis comme ça, on va avancer dans la paix du Seigneur. Peuple des Côtes d'Ivoire. Voilà ce qu'a dit M. Laurent Gbagbo. Notons au passage que le président de la République, donc son Excellence Alassane Ouattara et M. Henri Konan Bédié avaient donc été exclus lors de ces élections-là, lors du scrutin, grâce à la roubladise de qui? De M. Laurent Gbagbo. Quand on dit ça, ce n'est pas une injure, mais ce sont les faits qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Monsieur donc le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, je vais vous faire écouter encore les propos d'autrefois de M. Henri Konan Bédié, en tant que bien qu'il fut exclu, n'est-ce pas, de la course aux élections présidentielles. Mais M. Henri Konan Bédié n'a pas tenu un discours guerrier. M. Henri Konan Bédié n'a pas tenu un discours pour que le peuple de Côte d'Ivoire verse son sang. Oui, on va écouter ici. Il n'a pas du tout appelé à paralyser la Côte d'Ivoire, comme le fait aujourd'hui M. Laurent Gbagbo et le PPACI. Non, on va écouter ici Henri Konan Bédié. On va l'écouter. Voilà, on va faire ça. On va aller récupérer sa vidéo là. On va tourner la caméra et puis on va faire parler M. Henri Konan Bédié. Vous savez que président de la République, j'ai été renversé par un coup de force qui a interrompu mon mandat politique, un mandat confié par le peuple. Vous savez aussi qu'ensuite, candidat à ma propre succession, j'ai été déclaré inéligible par un artifice grossier qui a invalidé le certificat médical établi à mon sujet à Paris sur mon lieu d'exil forcé. J'étais un candidat gênant, à écarter de la compétition électorale. J'ai été écarté, dénié de candidature. J'ai pris acte de la décision injuste. Je n'en ai pas fait un motif pour bloquer la marche de la société, ni refuser de participer à ce forum. Voilà. Je n'en ai pas fait un motif, le fait qu'on m'ait exclu de la course. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas crié au loup. Je n'ai pas appelé à ce qu'on paralyse la Côte d'Ivoire. Non. Je n'ai pas appelé à ce que les Ivoiriens s'affrontent entre eux. Mais j'ai pris acte. Alors pourquoi M. Laurent Gbagbo ne prend pas acte? Pourquoi il ne devrait pas prendre acte? Et que vous là, vous devez faire des discours guerriers. Qui est M. Laurent Gbagbo dans le pays pour qu'à chaque fois qu'il y ait des élections présidentielles où lui, il doit fourrer son nez, il faut qu'il y ait la mort. Pourquoi? C'est la question que nous, les Ivoiriens, nous vous posons. C'est votre alliance que vous avez signée, votre pacte que vous avez signé quelque part. C'est pour ça que les Ivoiriens doivent pas avoir la paix.
C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Depuis que M. Laurent Gbagbo est rentré dans la vie politique, dites-nous si c'est un pacte qui a été signé. Mais vous allez aller dans vos différents villages, vous allez prendre vos pères, vos mères, vos nièces, vos neveux, vos cousins, vos cousines, vos poulets, vos chiens, vos chats. Et puis vous allez les faire tuer. Leurs sangs vont verser. Mais ce ne sont pas les enfants d'autrui. Votre alliance avec le diable à verser le sang du peuple de Côte d'Ivoire va prendre fin maintenant. Parce que M. Laurent Gbagbo sera point sur la liste électorale pour 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, on va continuer cette vidéo. Alors, donc ça démontre que M. Gbagbo n'a pas gagné les élections. Oui, il n'a pas gagné les élections de 2000. Ce que je viens de vous présenter là, ça nous démontre clairement que les élections de 2000 là, il ne les a pas gagnées. Alors, 3 mois après, il a organisé, vous allez voir, hein, ce que nous autres là, nous quand on réfléchit maintenant avec notre esprit, notre tête, on comprend que les élections présidentielles de 2000, il ne les a pas gagnées. Parce que 3 mois après, le fameux président des Ivoiriens, d'après lui, celui que tous les Ivoiriens ont voté, il a gagné dans toutes les casernes. Il organise les élections législatives et puis il est minoritaire. Il est minoritaire aux élections législatives où le PDCU le bat à plat couture. Vous avez vu ça où ça? Toi, tu dis que tous les Ivoiriens t'ont voté. Tous les Ivoiriens ont aimé ton programme. Tu organises les élections législatives. Quand tu as fini de voler la victoire de M. Guéhi Robert et les élections législatives, tu prends une grosse honte, comme on dit. Tu es battu, il est battu carrément à plat couture. Et puis c'est juste 3 mois après ton élection présidentielle que tu organises les élections législatives. Là encore, où tu dis que les Ivoiriens t'ont voté, où ils devaient être encore très enchantés de te faire gagner des députés là. Tu as perdu face au PDCI. Ils t'ont battu. Oui, le PDCI est sorti vainqueur aux élections législatives de 2001, on va dire. Oui, de 2001. Alors, ce qui a obligé donc M. Laurent Gbagbo à aller faire un deal avec le PDCI afin que Mamadou Koulibaly, n'est-ce pas, soit élu président de l'Assemblée nationale. Parce que c'était honteux de savoir que lui, il dit qu'il a gagné les élections présidentielles. Parce qu'il dit qu'il a battu Guéhi Robert dans toutes les casernes. Et puis en plus de ça, il dit le peuple de Côte d'Ivoire l'a voté massivement. Et il se trouve qu'il organise des élections législatives. Le PDCU le bat proprement. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? La honte, comme on dit là, la honte est versée sur lui. Il va faire un deal avec le PDCI pour que Mamadou Koulibaly soit le président de l'Assemblée nationale. Voilà ce que nous, les Ivoiriens qui réfléchissons, voilà ce que nous disons. Voilà toutes ces choses-là, toutes ces histoires, toutes ces preuves qui nous démontrent que M. Laurent Gbagbo n'a jamais gagné une seule élection en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous voulez nous démontrer le contraire, mais envoyez, parce que nous tous, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas tous morts. Ceux que vous avez sacrifiés là, ceux pour lesquels vous dites qu'il faut que le sang soit versé, c'est dans le sang qu'on prend le pouvoir là. Ils sont morts, certes, mais nous avons été des survivants. Venez nous faire le bilan. Dites-nous, quelle élection vous avez gagné une fois où vous étiez majoritaire? Aucune, sur M. Laurent Gbagbo. Aucune. Municipale, législative, comment on appelle, conseil régional. Rien. Vous n'étiez pas majoritaire nulle part. Ça veut dire que vous avez triché. Vous avez volé la victoire de M. Guéhi Robert. Sinon, comment on peut expliquer ça? Tu es président de la République et puis tu es incapable de rafler les conseils régionaux. Tu es incapable de rafler les mairies. Tu es incapable de rafler les députations. Et puis tu vas venir t'asseoir devant les Ivoiriens pour dire que c'est toi que les Ivoiriens aiment. Toujours dans le populisme, en train de manipuler cette conscience collective faible. Je vais rajouter. Alors, on va continuer parce qu'il faut qu'on continue. Je disais donc que le PDCI est sorti vainqueur face à ces élections législatives que M. Laurent Gbagbo a organisé 3 mois après son comment on appelle ça, d'après sa soit petite victoire aux élections présidentielles de 2000.
Ce qui a donc obligé M. Laurent Gbagbo à aller faire un deal avec le PDCI pour que M. Mamadou Koulibaly soit donc le président de l'Assemblée nationale. Je vais vous présenter ici une vidéo que j'ai nommée CIV OTP 006. On va tous écouter ensemble ces propos-là. On va écouter ça. Voilà. On va faire ça. En 99, coup d'État, Bédié Samba, un mois après, on organise les élections, le président a eu la majorité, on a battu le FPI qui venait d'avoir le président de la République, Laurent Gbagbo. Le PDC était devant. On devait prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà. Gbagbo est parti voir Forogo, Ali, Championnat Bani, personnel. Il dit dans ce pays où nous sommes, où Foucault était président, le président de l'Assemblée était toujours. Ça, c'est Dagaré qui parle. Il t'entend. Quand le président fait les lois, c'est les députés qui votent. Donc, donnez-moi la présidente de l'Assemblée. Et puis, comme ça, quand je vais passer les lois, sinon, si le PDC s'oppose, on va te faire un coup d'État. Il y a la crise, le pays ne va pas aller loin. Et donc, on dit comme le PDC qui a fait, la Côte d'Ivoire, c'est sa fille, on va te donner la présidente de l'Assemblée. Donc, on va dire à tous nos députés de voter Mamadou Koulibaly. C'est comme ça que Mamadou Koulibaly est devenu président de l'Assemblée nationale. Peuple de Côte d'Ivoire, avec ici, sur la page de Solin Série, c'est la VAR. Je vais reprendre, vous allez écouter les propos de Dagaré, M. Djikawe, en train de faire le point de comment ils ont fait pour que M. Laurent Gbagbo puisse avoir la majorité, n'est-ce pas, puisse nommer un homme du FPI comme président de l'Assemblée nationale. Bon, quand on dit ça, est-ce que ce sont des choses que moi, Série Solin, j'ai inventées? Est-ce que ça, là, moi, je peux inventer ce genre de choses-là? Ce sont des traces. Quand un homme marche, il laisse les traces. Donc, souffrez que votre race là vous rattrape. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, donc, vous avez pensé que quand on dit un homme marche, il laisse les traces là, vous avez pensé que c'était pour vos adversaires seulement? Ça vous concerne vous en premier. C'est de ça qu'il s'agit. On va réécouter Dagaré ici. C'est le vrai point qu'elle a. On va tous l'écouter. En 99. En 99. Coup d'État. Bédié Samba. Un mois après, on organise les élections, le président a eu la majorité, on a battu le FPI qui venait d'avoir le président de la République. Très bien. On a battu le FPI. On devait prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Gbagbo est parti voir Forogo, Ali, Championnat Bani, personnel. Il dit dans ce pays où nous sommes, où Foucault était président, le président de l'Assemblée était toujours PDC. Il t'entend. Quand le président fait les lois, c'est les députés qui votent. Donc, donnez-moi la présidente de l'Assemblée. Et puis, comme ça, quand je vais passer les lois, sinon, si le PDC s'oppose, on va te faire un coup d'État. Il y a la crise, le pays ne va pas aller loin. Très bien. Et donc, on dit comme le PDC qui a fait, la Côte d'Ivoire, c'est sa fille, on va te donner la présidente de l'Assemblée. Donc, on va dire à tous nos députés de voter Mamadou Koulibaly. Voilà. C'est comme ça que Mamadou Koulibaly est devenu président de l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le deal. Il allait pleurer dans les bras des PDCI. Voilà. C'est-à-dire M. Henri Konan Bédié, en exil. Tu prends, tu le mets en exil forcé parce que oui, tu annules sa candidature, tu manipules M. Guéhi Robert. Vous annulez la candidature du PDCI. Vous annulez la candidature du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et tu t'en vas aux élections avec Guéhi Robert. Et tu dis au peuple de Côte d'Ivoire, allez prendre votre victoire parce qu'on a gagné. Il veut nous voler la victoire pour refaire un autre coup d'État. Le peuple de Côte d'Ivoire se jette dans les rues, verse son sang. Et puis toi, M. Laurent Gbagbo, on te donne la victoire là. Et puis la France t'aide, tu t'installes. Et puis maintenant, 3 mois après, tu organises des élections législatives. Et puis tu tapes au douba poteau. PDCI te bat à plat couture. Et quand toi-même tu te regardes, tu as honte dans ton fauteuil présidentiel,
tu es obligé d'aller dealer. C'est vous là aussi qui parlez, c'est vous qui tenez les discours guerriers. Quelle est l'élection où vous avez remporté la majorité? Dites-nous un peu, on va être assis par terre ici. Il n'y en a aucune. Alors, effectivement, lors de cette élection législative de 2001, la candidature du président, son excellence Alassane Ouattara, fut donc rejetée par M. Laurent Gbagbo avec une phrase terrible qu'il a prononcée. Vous qui parlez là, vous pensez que c'est aujourd'hui M. Laurent Gbagbo parle comme ça avec ses lieutenants là? Élection législative. Écoutez très bien ce que M. Laurent Gbagbo va dire du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Il dit, lui, M. Laurent Gbagbo, lui Gbagbo là, tant que lui il est au pouvoir, tant que lui il est en Côte d'Ivoire pour pouvoir là, il est président de la République, Alassane Ouattara va jamais être candidat dans quoi que ce soit. On peut parler comme ça. Donc le karma là, si ça te rattrape, mais que tes lieutenants souffrent. Je vous ai déjà dit et je vous dis toujours, il vous sera fait comme vous avez fait aux autres. C'est la loi de la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on complote contre vous. Mais c'est ce que vous avez sémé là, que vous êtes en train de récolter. Chers Ivoiriens, on va écouter ici les propos très graves de M. Laurent Gbagbo. C'est comme la Côte d'Ivoire lui appartenait. Il a parlé, c'est comme la Côte d'Ivoire était sa propriété privée, l'héritage de son papa Koudou. Oui, on va dire ça comme ça. De son papa Koudou et de sa maman Gardo, paix à son âme, les deux. C'est leur héritage. Donc il dit, lui, tant qu'il est président en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, son nom ne va pas figurer quelque part. Il sera candidat nulle part. Ce n'est pas mon Seri Solan qui dit ça. Je trace les faits. Et l'histoire, elle est têtue. On va tous écouter ici M. Laurent Gbagbo dans ses œuvres. On va faire ça. On va tous écouter la vidéo là. Je vais vous retourner la caméra. Et puis donc, on va écouter M. Laurent Gbagbo. Voilà. Laurent Gbagbo bâtira sa stratégie électorale autour de la disqualification de son principal adversaire politique, Alassane Ouattara, à qui lui et ses propagandistes ont cru trouver des origines burkinabées. Un extraordinaire reniement et une injure à la mémoire politique récente de la Côte d'Ivoire que ses partisans se refuseront de constater. En effet, quelques mois avant son accession au pouvoir, et alors qu'il était en alliance avec Alassane Ouattara dans un front républicain, Laurent Gbagbo déclarait Urbi et Orbi que dénier la nationalité ivoirienne à celui qui avait été le tout premier ministre de la Côte d'Ivoire relevait de l'inconséquence et que ce dernier avait toute la légitimité pour prétendre diriger le pays. La guerre civile n'avait pas encore éclaté, mais Laurent Gbagbo se comportait déjà en chef de guerre et non comme le président au-dessus de la mêlée et rassembleur que le pays profondément déchiré dont il prend les rênes était en droit d'espérer. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons expliqué au président Laurent Gbagbo que dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je l'ai dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés. Au lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui conseillent, le discours du nouveau régime se durcit vis-à-vis de ses opposants, notamment contre le nordiste Ouattara. Empêché de se présenter à la présidentielle par le régime militaire de transition dans lequel Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont joué un rôle de premier plan, le pouvoir de M. Gbagbo lui refuse la possibilité d'être candidat aux législatives de décembre 2000. Le président ivoirien prononcera une fatwa restée célèbre dans les annales politiques de la Côte d'Ivoire. Écoutez. Tant que moi, Gbagbo, serai président, Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le sentiment d'exclusion et de marginalisation du septentrion ivoirien a été renforcé. Voilà. Alors, quand on vous met tout ça là, vous ne voulez pas faire d'efforts, vous ne voulez rien comprendre. Mais c'est vous que M. Laurent Gbagbo a voté, ce n'est pas tout le monde. Donc, souffrez que nous qui sommes lucides là, on puisse faire sortir la VAR. La VAR là, c'est quelque chose, c'est dangereux, hein? Ce n'est pas bon, hein? Parce que 50 ans, 100 ans après, ça sort. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour la Côte d'Ivoire, ça ne fait même pas 50 ans. L'histoire, elle est toute fraîche. Il s'agit d'hier seulement. Donc, on peut s'en rappeler quand même. Et puis, vous n'allez pas nous empêcher. C'est-à-dire que vous nous marchez dessus.
Vous nous donnez des coups et en plus de ça, vous voulez mettre votre main sur notre bouche pour ne pas qu'on pleure. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Il vous sera fait comme vous avez fait aux autres. Oui, je reprends. Il vous sera fait comme vous faites. Vous avez fait dans le passé aux autres et comme vous faites aux autres, même dans le secret. Celui qu'on ne voit pas, que nous tous sommes pris là. Lui, il voit tout, il sait tout. Donc, en temps et en heure, il te donne la monnaie de ta pièce. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens. Et ce fut donc l'honneur quand les militants du RDR, n'est-ce pas, en son temps, ont voulu manifester, ce fut l'horreur, pardon, j'allais dire, quand les militants du RDR ont voulu manifester pacifiquement, hein, oui, on voulu faire une manifestation pacifique, n'est-ce pas, pour contester, je dis bien pour contester donc l'exclusion du président, qui est leur candidat, monsieur, son excellence Alassane Ouattara. Vous allez voir ce qui s'est passé. Je vais donc vous présenter cette vidéo-là que j'ai nommée CIV OTP 008. Et puis nous allons aller dans la VAR. C'est de ça qu'il s'agit, la VAR. On va aller dans la VAR. Voilà. On va retourner la caméra. Et puis on va regarder ça ensemble. Voilà. Décembre 2000, les élections législatives sont organisées. Une fois encore, le leader du RDR est exclu du scrutin au seul motif d'une ivoirité douteuse. Le RDR décide de boycotter le scrutin. Les manifestations ont lieu. Elles sont durement réprimées. Le président Gbagbo intervient à la télévision. Ses propos sont très clairs. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, qu'est-ce qui s'est passé? aux militaires de toutes les armes, de s'opposer par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR, armés, ont cassé, ont brûlé. S'ensuit une litanie de crimes que le président Gbagbo attribue en bloc aux militants du RDR en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. Oui, vous avez bien entendu, il a été égorgé. Ces paroles du président suffisent. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Tous ceux dont le nom est à consonance nordique deviennent une cible potentielle, qu'ils aient ou non une activité politique. L'amalgame est systématiquement fait entre les étrangers, les Ivoiriens de nationalité prétendument douteuse, les musulmans et les militants du RDR, car tous sont censés soutenir Alassane Ouattara. Et la terreur qui s'abat sur eux a pour but de les faire quitter la Côte d'Ivoire. Ça doit être monté. Oui. Famille, on va revenir au début de la vidéo parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas commencé en même temps. On va revenir au tout début de la vidéo. On va la reprendre, cette vidéo-là, parce qu'elle est importante et je ne voudrais pas qu'on la bâcle. Qu'on bâcle la vidéo. On ne va pas bâcler la vidéo. On va la reprendre. Alors, pourquoi ça ne me met pas ça? On va faire ça. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. On va reprendre la vidéo. Voilà. Et donc, je vais retourner la caméra ici. Et puis, nous allons reprendre la vidéo. Décembre 2000, les élections législatives sont organisées. Voilà. Une fois encore, le leader du RDR est exclu du scrutin au seul motif d'une ivoirité douteuse. Le RDR décide de boycotter le scrutin. Les manifestations ont lieu. Elles sont durement réprimées. Le président Gbagbo intervient à la télévision. Ses propos sont très clairs. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de s'opposer par tous les moyens,
partout sur l'étendue du territoire national aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR armés ont cassé, ont brûlé. S'ensuit une litanie de crimes Voilà. que le président Gbagbo attribue en bloc aux militants du RDR en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. Oui, vous avez bien entendu, il a été égorgé. Ces paroles du président suffisent. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Tous ceux dont le nom est à consonance nordique deviennent une cible potentielle, qu'ils aient ou non une activité politique. L'amalgame est systématiquement fait entre les étrangers, les Ivoiriens de nationalité prétendument douteuse, les musulmans et les militants du RDR, car tous sont censés soutenir Alassane Ouattara. Et la terreur qui s'abat sur eux a pour but de les faire quitter la Côte d'Ivoire. Ça doit être un militaire ou les gendarmes ou les policiers. Ils sont venus en civil, à l'aide civil militaire. Quand ils sont arrivés, ils sont dirigés vers l'autre coup, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, il y a des coups qui étaient ouverts. Mais là-bas, ce sont des Ivoiriens qui se trouvent là-bas. Ils ont commencé à taper la porte maintenant. Ils ont commencé à taper. Ils ont dit, nous les étrangers, on en a marre de vous, sortez, on va vous tuer. Quand ils ont dit ça, à ce moment, ils ont déjà tiré. Ici. Quand elle est rentrée maintenant, il y a le sang sur lui. Quand le sang sur lui maintenant, il nous a dit que donc tuer papa, donc tuer papa. Nous on ne croyait pas, tu vois. Donc on est dans la chambre, on voit le sang qui coule. Donc on veut voir, on voit que c'est vrai ce que Pétla a dit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Votre papa, quel métier il faisait? Mon papa, c'était un cuisinier. On a peur des militaires ou des policiers, parce que maintenant, ils ont tous des trucs à tuer. Maintenant, si la route, sans t'arrêter, tu as les pièces, ils te demandent d'abord, donne l'argent. Si tu n'as pas l'argent, ils te tirent. Quand tu veux discuter maintenant, ils tirent sur toi. On sait faire. Quand tu leur demandes pourquoi, on te dit que le président t'a donné l'ordre. Il a donné l'ordre de tuer. Parce que quand il parlait à la télé, il a dit à les policiers ou les gendarmes de se défendre. Donc c'est ce qu'il fait maintenant. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de s'opposer par tous les moyens au secteur. Voilà. Alors, les pro-Gbagbo souffraient que la VAR, ça se fasse. Parce que tout ça, ça ne va pas exister pour rien. Bon, vous dites que vous n'avez jamais tué. Bon, là, ceux qui sont en train de témoigner, ceux qui ont vu leurs parents morts, là, eux, là, donc ce sont eux-mêmes qui se sont tués. On peut faire ça. On peut mentir comme ça. Et vous ne vous repentez pas, mais vous êtes toujours dans la défiance. Vous voulez toujours faire croire aux gens que c'est vous les bons et les autres sont mauvais en face. On ne vit pas comme ça dans une société. C'est ce que vous avez fait autrefois là. C'est ce qui vous revient sur les narines. Donc souffrez et puis supportez ça. Monsieur le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, je vous informe aussi que M. Gbagbo et le PPACI avaient déjà projeté ce soulèvement populaire qu'il compte faire très prochainement. Oui, je vais vous présenter ici alors un élément vidéo, n'est-ce pas, qui date de 2022, parce que c'est aussi ça, hein, l'archiviste, dans lequel le même Kone Katina, les militants donc du PPACI allaient obliger, Kone Katina disait, les militants du PPACI allaient obliger, n'est-ce pas, le pouvoir en place à inscrire le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je vais vous faire écouter ça pour vous dire que tout ce qu'ils font là, tout a été préparé, tout a été millimétré, tout a été calculé. Les gens qui parlent, les gens qui pensent que c'est des gens qui sont là, ils font des discours comme ça par rapport à la situation qui prévaut. Non.
ils sont déjà informés. On va regarder, on va écouter cette vidéo-là qui date de 2022. On va l'écouter ensemble. Je vais vous tourner la caméra. Voilà. Et puis, on va écouter la vidéo ensemble. Le PPACI a désigné le président Laurent Gbagbo comme candidat naturel à la prochaine élection présidentielle de 2025, alors même qu'il ne figure pas sur la liste électorale. Pourquoi? Alors, le PPACI n'a pas encore désigné le président Gbagbo comme étant notre candidat, son candidat. À l'anniversaire, pendant les témoins marquant le premier anniversaire du parti, le secrétaire général du parti a exprimé à haute voix les attentes de nos militants. Il n'a fait que dire à haute voix ce que les militants attendent. Quant à la désignation du président, de notre candidat, il y a une procédure, le parti est organisé, c'est un parti légaliste qui est structuré, et donc il y a une procédure qui est suivie, et au moment opportun, nous allons donc nous accorder et nous allons rester fidèles à ce processus-là pour que le président, la personne que nous allons désigner comme étant notre candidat, soit effectivement désigné conformément à nos textes. Effectivement, pour tous les militants, y compris moi, y compris tous les autres, notre candidat naturel, celui qui incarne aujourd'hui notre espérance, celui qui peut porter nos combats. Nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois, nous n'avons qu'un seul, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et pour être éligible, il faut être électeur. Comment allez-vous faire pour qu'il soit... Comment allez-vous faire? Écoutez alors, maintenant sa réponse. Lorsque vous voulez quelque chose, lorsque vous voulez quelque chose, vous attelez à travailler à l'obtenir. Le plus important, c'est la volonté des militants. Et je donnerai les moyens pour que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale au moment opportun, pour qu'il soit candidat. Ça, au moment opportun, il le sera. Voilà. Quand vous voulez quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Quand vous voulez obtenir quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. Et les militants du PPACI, c'est selon leur volonté que nous allons mener ce combat-là. S'ils veulent que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, il va falloir se battre. Ah ben, vous, on doit toujours se battre pour vous. Pour vous. C'est-à-dire que vos moutons que vous avez mis quelque part là, doivent toujours se battre pour vous. Depuis quand? C'est pour ça que je réitère mes propos pour dire, allez dans vos différentes familles là, allez ramasser tout ce que vous pouvez ramasser là. Ils vont venir se battre pour vous. Mais ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire à une vie meilleure. Et cette vie meilleure-là, ce n'est pas en allant faire un soulèvement populaire. Cette vie meilleure-là, ce n'est pas en insistant pour dire le nom de M. Laurent Gbagbo n'a qu'à être sur la liste électorale. Non! M. Laurent Gbagbo n'est pas au-dessus de la loi. Et M. Laurent Gbagbo lui-même dans ses dits-là, vous avez déjà vu, mais on vous fait les vidéos, vous faites exprès. Comme vous avez savon dans vos oreilles, nous aussi on va mettre dedans comme ça, triqui, 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 et puis ça va rentrer. Oui, M. Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Trouvez-vous un autre candidat. Au lieu de chercher à faire un soulèvement populaire, trouvez-vous un autre candidat qui va élaborer un programme pour aller convaincre les Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Sinon, nous, on a déjà occupé le terrain. Nous, on est en train de penser à 2035. Parce que 2025 est bouclé. 2030 est bouclé. C'est 2035 là. C'est ça, on est en train de profiner. C'est-à-dire, vous n'êtes rien dans le film. Le film là même, ça vous a dépassé. C'est que vous êtes dedans. Vous les connaissez, Katina, ça vous a dépassé. C'est-à-dire que RHDP là va être au pouvoir. Et quand nous autres là, on va être nommés dans le pouvoir là. Ça va arriver à notre temps. Parce qu'en face là, vous êtes des vauriens nounous. Et au fur et à mesure, on pensait que cette génération-là, vous alliez prendre le relais, la relève, n'est-ce pas? Avec beaucoup plus de façons de faire, de méthodes, d'éducation, n'est-ce pas? De calme, de sagesse, pour pouvoir conquérir, reconquérir. Plus tard, peut-être, le pouvoir d'État. Non, hein, ça ne vous intéresse pas. Mais vous voulez rester dans les discours guerriers. Vous voulez rester dans des provocations, dans la manipulation. Et sans aller aux urnes, vous avez menti. On veut apprendre, on veut éduquer le peuple de Côte d'Ivoire à aller se battre dans les urnes pour élire son président. C'est de ça qu'on parle. Les muscles, là, on ne veut plus de ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que
La Côte d'Ivoire, le RHDP a tellement travaillé dur. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a tellement travaillé dur. Regardez le niveau de la Côte d'Ivoire. C'est là qu'on va laisser vous les plaisanter. Là, vous allez venir faire vos soulèvements, casser les biens des gens. Mais parce que vous ne savez pas construire. Vous savez seulement détruire. Mais on ne va pas vous permettre cela. On ne va pas vous permettre cela. Ça veut dire que vous n'avez rien compris encore. Essayez, faites paix. Essayez. Essayez de vouloir détruire les biens des gens. Parce que c'est ça. C'est ça qui vous gratte aux yeux et puis dans les narines. C'est ça. Sinon, ce n'est pas fait de Gbagbo Laurent va être président de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas être président. Lui-même, il est woro. Il ne peut même pas être président. Il sait. Parce que voici quelqu'un qui est panafricain. Au lieu d'aller dans un pays africain pour se faire soigner, pour faire son traitement, dès qu'il a une opportunité, seulement il est dans le premier vol, il est en Belgique. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Si c'était le président, c'est le président Alassane Ouattara, vous allez prendre faire drapeau. Il s'en va se soigner en Europe, il s'en va faire ceci. Voici votre Gbagbo Laurent. Fa devant vous. Il s'en va, il fait 2 jours là-bas, d'abord, puis on vous fait communiquer pour dire qu'il est parti pour son bilan, il est parti pour ses rendez-vous en Belgique. Vous êtes des malhonnêtes politiques. Et donc, nous, peuple de Côte d'Ivoire, on ne va plus vous suivre. Vous êtes des gens, vous pensez qu'à vous. Belgique, ce n'est pas Europe. Belgique, là, ce n'est pas Europe. Pour dire aux gens que non, c'est elle la France qui a problème, il n'a pas de problème, elle est belge. Donc, il saute la France et puis il va en Belgique. Maintenant, il dort en Belgique, mais c'est en France ici, il vient faire tout. Vous êtes des malhonnêtes politiques. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens. Et cela avait été repris par les militants du PPACI d'ailleurs. Et vous allez écouter ici les propos de leur communicante Alex Zaté, dit les mêmes choses que M. Kone Katina. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter ça. On va l'écouter ici. On va écouter, on va retourner la caméra. N'est-ce pas? Et puis, là, on propose des gens au président Laurent Gbagbo qui ne sont pas peut-être des gens qu'il faut au moment où il faut. Parce que nous sommes à une élection qui s'ouvre sur 2025. Nous sommes à une élection où en 2025, nous allons parler bientôt là même, dans le mois de mai là. On va nous dire si le président Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste ou le président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit. Il n'est pas inscrit. Mais ce qu'il faut, c'est les militants. C'est les militants qui vont faire un rapport de force pour imposer leurs candidats, pour dire que le président Laurent Gbagbo a été déjà jugé à la CPI. Tu vas aller faire ça toi-même à l'aide. Mais il ne faut pas de la friction. Non, frustration. Il ne faut pas de la frustration. Alex Zaté, c'est toi-même, tu vas aller parler des militants. Ce que tu dis, c'est les militants qu'il faut pour faire un rapport de force. C'est toi seul, tu vas aller faire ça. Peuple de Côte d'Ivoire, vous avez vu que ces gens-là, ils ne sont pas dans la dynamique d'aller dans les urnes, non. Pour eux, c'est un rapport de force. Comme a dit leur mentor, il dit le pouvoir, là, ça s'arrache sous le soleil. Le pouvoir, ça s'arrache sous la pluie. Le pouvoir, ça s'arrache dans la forêt. Le pouvoir, ça s'arrache en versant le sang. C'est M. Laurent Gbagbo qui a dit, ce n'est pas mon Cyril Sorin qui a dit. Alors, quand le PPACI donc va sortir, je vais vous présenter ici ce qui va se passer. L'affaire l'avait déjà fait dans le passé contre les militants du RDR. Si le PPACI sort, ce qui va se passer là, c'est ce que je vais vous montrer ici. Parce que c'est la même chose que l'ancien FPI là a fait aux militants du RDR, ancien RDR. On va tous regarder ça ensemble, chers Ivoiriens. C'est ça là qui fait mal au corps quand il fait ça là. Et on dit, je ne suis pas vrai bêté. Je suis étrangère. Les gars, ils n'aiment pas la va, hein. Alors que c'est important. Bon, on va tourner la caméra. Et puis on va écouter ça ensemble. Voilà. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République.
Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes. Voilà. Ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges, ça. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. On va faire pause. Quand l'homme politique que je suis, quand la République se construit, elle se construit. On va revenir en arrière. C'est important. J'aime ça. La VAR. Écoutez ici les propos de M. Laurent Gbagbo. Ce que M. Laurent Gbagbo dit là, c'est ce qui s'est passé aux militants du RDR en son temps. Donc moi, Seri Solan, je vous dis, ça dit que je casse le papeau, je vous casse le papeau. Quand vous allez sortir là, vous, militants du PPACI, quand Katina dit qu'il va lancer mot d'ordre, et puis vous allez sortir là, ce qui va se passer là, c'est ce que je suis en train de vous faire écouter. Parce que les corps habillés là, ce n'est pas des juges. Ils doivent agir, quand ils vont finir d'agir, et puis bon, on va voir dans quelles conditions et tout et tout. Sinon, ils ne sont pas des juges. Donc, sortez. Je vais vous faire écouter, je vais vous refaire écouter ça. On va écouter ça. Vous avez pour ennemi. Vous avez pour ennemi. J'ai dit pour ennemi. Tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Très bien. Vous n'êtes pas des juges. Je n'ai pas tourné la caméra. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges. Ça, c'est les juges, ça. Ah, ça. Que la République, quand elle se construit, elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la vie. Non, j'ai aussi des bras. Et ces bras-là, ce sont les militaires. Là. De mater tous ceux qui s'aiment les désordres, et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc vous serez matés. N'est pas un rôle d'analyse. Ok. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Et tout ça, c'était faux. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Il n'y avait pas les moyens pour ça. Les ordres seront respectés à la lettre. Pourquoi d'ailleurs s'encombrer de quelques sentiments d'humanisme et de respect des droits de l'homme quand le chef suprême des armées déclare en public qu'il répondra de tous les excès de ses troupes, la répression des opposants et de tous ceux qui sont soupçonnés de sympathie avec l'opposition s'intensifie. Vous avez compris? Il dit, vous n'êtes pas des juges. Tous ceux qui vont sortir dans la rue pour s'aimer le trouble, matez-les. Et puis après, on va voir s'ils ont raison, qui a raison, qui n'a pas raison, qui est blessé. Et puis on va les envoyer à l'hôpital. Il va même lui pour dire qu'au fur et à mesure que vous les matez, je vais vous donner les moyens qu'il faut. Parce que les moyens, j'en ai. Pour que vous puissiez mater les opposants qui veulent manifester là. Donc, je suis claire, vous, ce n'est pas une affaire de machin. Moi, je vous casse le papeau. Voilà. PPAcien, vous qui vous dites au God dans l'âme et puis vous êtes caché là, puis vous attendez mot d'ordre, vous êtes en train de vous faire des petits SMS pour vous distraire là. Si vous sortez dans les rues d'Abidjan, M. Laurent Gbagbo a dit, il faut qu'on vous mate. Donc vous serez maté. Il a dit, vous serez maté proprement. Ça, je vous donne la confirmation. C'est M. Laurent Gbagbo qui a dit. Il dit, les corps habillés, ce n'est pas des juges. Les corps habillés ne caressent pas les gens. Les corps habillés, eux, ils matent. Et puis après, on voit l'affaire. Donc, Kone Katina, il faut faire paix. Les militants seront matés. Non seulement ça, ils seront matés, puis il n'y a pas le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et puis nous, on va aller voter notre candidat. C'est de ça qu'il s'agit.
Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, vous avez vu que je suis habillée en tout RHDP. C'était pour apporter mon soutien à tous nos candidats. Sans exception. Tous nos candidats doivent gagner. Oui. Je dis et je le répète, je sais que dans certaines régions, le peuple a grogné. Le peuple grogne toujours. Mais là, ce n'est plus le moment. On ne juge plus. On n'est plus dans les... Non. On va au front. Et on doit rapporter la victoire au RHDP. Sur ce, je voudrais vous dire que le meilleur parti en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Le meilleur président depuis la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny que nous ayons connu en Côte d'Ivoire, c'est son Excellence Alassane Ouattara, mon père, mon papounet adoré, celui que j'aime de tout mon cœur. C'est lui le meilleur des présidents. Vive son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président, n'est-ce pas, Monsieur Tiemoko Meïlé, le premier ministre Mongoma, moi, Patrick Hachi et tous les membres de son gouvernement. Et que dis-je encore? En tout cas, balèze big up au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci, cher aîné, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un exemple pour nous autres qui voulons faire de la communication. Vous êtes un modèle. Voilà. Vive le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. Et puis, à très bientôt. Ah, c'est le 14 juillet. Donc, ils ont commencé les pétards. Ah, d'accord. Ok. Au revoir et bonne soirée à tous. Merci.